Bonjour à toutes et à tous et bon réveil dominical. Bienvenue sur l'invité. L'invité de ce dimanche est Maître Abraham Zizi-Dokwe. Il est ancien ministre, ancien député, ancien président de la Cour suprême du Bénin, ancien président de la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, membre du présidium du parti politique Union progressiste. Maître Abraham Zizi-Dokwe, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre agenda très chargé vu la campagne électorale en cours. Tout à fait. Merci à vous. Avec lui, chers amis internautes, nous ferons le bilan d'étape du processus électoral en cours au Bénin au regard des paramètres suivants. La problématique des parrainages, quelles sont les leçons qu'on peut en tirer, les mouvements politiques en lien avec le système partisan et le mode du scrutin, les oppositions en Afrique, on en parlera avec le piège démocratique, avec pour exemple le cas du Bénin. Enjeux ou défis du prochain scrutin, la participation, nous en parlerons au cours de cette émission. Les libertés démocratiques et le développement, nous en évoquerons également au cours de cette émission. Et en fin d'émission, notre invité nous donnera son commentaire sur les ralliements de Bertin Corvier et d'Emmanuel Golou à la mouvance présidentielle. Alors, dites-nous, Maître Abraham Zizi-Dokwe, en tant qu'acteur politique qui a quand même marqué la vie politique béninoise, dites-nous quel est votre bilan à mi-parcours du processus électoral en cours au Bénin. Merci, chers auditeurs, chers internautes, pour vous dire que le processus électoral au Bénin se déroule normalement. Normalement, le calendrier électoral publié par la Sénat est respecté. Tous les actes préparatoires au scrutin du 11 avril 2021, ces actes préparatoires sont exécutés. Les contentieux préélectoraux ont été vidés. Nous avons la liste des duos candidats qui vont compétir. C'est pour vous dire que ce bilan d'étape me paraît correct, normal, malgré les soubresauts, les difficultés engendrées, n'est-ce pas, par certains comportements qui résulteraient du code électoral. Je voudrais notamment parler de la problématique de parrainage. Je peux dire que cette élection peut être dédiée au saut de parrainage. C'est le parrainage qui a fait... Mais justement, puisque vous rentrez dans le vif du sujet, lorsqu'on parle du parrainage, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette expérimentation du parrainage déjà? Oui, la question des parrainages... Parce que ça a vraiment éprouvé cette information politique et c'est véritablement la pomme de discorde entre les différents acteurs politiques. Tout à fait. Disons qu'aujourd'hui, et pour le moment, la question du parrainage est vidée. Il n'y a plus de débat. On a passé cette étape. Mais, comme vous le dites, quelles leçons peut-on en tirer pour aujourd'hui et pour l'avenir? Quand vous voyez ce qui s'est passé, je crois qu'il y a eu un mal d'ordre dès le départ. Il y a un jeune juriste de l'opposition qui avait saisi la Cour constitutionnelle dès le départ sur les parrainages pour montrer que, a fait un calcul rapide, 176, donc il faut 10 électeurs, 10 candidats. Et je crois que c'est resté dans la tête de tout le monde qu'il faut 10 duos. C'est une erreur. C'est une erreur. Les gens ne lisent pas bien les lois. Les lois disent au moins 16, c'est 10%, 16. La loi ne dit pas obligatoirement 16. Les gens ont fait un calcul rapide et je comprends les cris, les pleurs. Pourquoi tel candidat aurait plus de 100 alors que les autres n'en ont pas? La loi n'a jamais dit que c'est une répartition arithmétique, une répartition comme on répartit les sièges et que certains auraient tant et d'autres tant. Non, c'est la première erreur d'appréciation. Et je crois que c'est dû à ce recours inapproprié. La loi n'a jamais dit chacun doit avoir 16. La loi dit le plancher
Hein, le plancher, c'est 16. Quand vous avez 16, vous pouvez avoir 20, 30, 40, 50. Ça, c'est les jeux politiques. Donc, je crois que c'est la première leçon qu'il faut tirer. Que le plancher n'est pas le plafond. Ça, c'est la première erreur. La seconde? La seconde erreur, c'est que, comme leçon, c'est-à-dire, le parrainage a résisté au pouvoir de l'argent. Quand on a les déballages, à la fin, quand on a écouté ce qu'on a entendu, ça veut dire que le parrainage a résisté au pouvoir de l'argent. Et ça, c'est une caractéristique des réformes par rapport à l'ancien système. En d'autres temps, le parrainage aura explosé sous le poids de l'argent. Cette fois-ci, niet. Le parrainage a résisté au poids de l'argent. Il faut le dire. Et parce qu'on a su des choses après, des tentatives, le double langage d'un certain parti qui dit non, mais en dessous. Alors, justement, puisqu'on parle du parrainage, votre commentaire par rapport à cette situation d'une formation politique, je parle des démocrates, où le président du parti politique dit qu'il ne veut pas du parrainage, bien sûr, lui offrait et ne prendrait pas. Les membres de la mouvance présidentielle, en l'occurrence des députés de votre formation politique, ont dit qu'ils ont contacté ce président en question et qu'il a dit qu'il ne veut pas du parrainage, mais dans le même temps, la candidate du parti politique effectue quand même des manœuvres pour quand même acquérir le parrainage conformément aux tests de loi en vigueur au Bénin. Vous avez suivi également la conférence de presse de l'honorable Rachid Badamansi. Dites-nous, de façon ramassée, qu'est-ce que vous retenez de tout ceci? Qu'en stratégie, il ne faut pas improviser. Il faut être cohérent. Quand la loi dit qu'il faut des parrainages, un responsable ne peut pas se mettre à clamer qu'il ne prendrait pas de parrainage. Quand même on lui en donnerait. Quand d'autres disent on va faire exploser le parrainage. D'autres encore disent il y aura d'élections sans parrainage. C'est des slogans. On l'a vu aux législatives. Pas d'élections sans l'opposition. Pas d'élections avec parrainage. Donc c'est des slogans. Moi je crois que nous devons respecter le peuple. Nous devons éduquer notre peuple. On ne peut pas faire de la politique sans savoir que dans un pays, un état de droit veut dire la soumission à la loi. Quand on veut faire croire qu'on peut faire autre chose en dehors de la loi, non. On peut être hors jeu sans être hors la loi. Vous allez en compétition, vous ne remplissez pas les conditions, vous prenez acte et la vie continue. Dans 2 ans, nous sommes en 2021. Mais lorsqu'ils crient à l'exclusion, est-ce que vous pensez qu'ils ont été exclus du processus électoral en cours? Est-ce que vous pouvez parler d'exclusion quand un membre du parti Les Démocrates qui se retrouve aujourd'hui dans l'un des 3 duos qui doit compétir, qui dit « j'ai obtenu, allons », et les gens disent « non, vous allez parler d'exclusion ». Moi, je crois que une certaine frange de l'opposition s'est auto-sabotée. C'est ce que j'appelle l'auto-sabotage ou l'art de ne pas avancer. Ce n'est pas de l'exclusion, c'est de l'auto-sabotage. Comment vous comprenez qu'au niveau d'un même parti, qui ait 2 discours officiels contradictoires? C'est de l'auto-sabotage. Après, il ne faut pas chercher des boucs émissaires. Mais en tant qu'acteur politique aguerri, qu'est-ce qui justifie un tel comportement? Moi, je crois que c'est l'impréparation. Est-ce la cohésion au sein du parti politique qui n'y est pas ou carrément il y a eu catapultage à un niveau donné? Je crois qu'il y a l'impréparation et je crois qu'il y a des perceptions différentes. J'ai comme l'impression, je peux me tromper, que dans un premier temps, les démocrates ne veulent pas aller. Ils veulent boycotter. Ils l'ont dit dès le départ. Ils l'ont su tous les 3, la 3e exclusion. Alors que ce n'est que le résultat de leur propre déboire dès les législatives
de 2000. Mais en dehors des démocrates, il y a le professeur Joël Frédéric Aïvo qui est candidat du Front pour la restauration de la démocratie. Ils sont dans le même front. C'est la même race, c'est la même espèce. Hein? Je les mets ensemble. C'est démocrate et allié. Le front, c'est qui et qui? Il y a les démocrates. Et vous voyez tout ce qui s'est passé. Je suis au front. Parce que mon candidat n'est pas retenu, je quitte le front. Donc, il y a une impréparation, une certaine naïveté. Moi, je crois que la politique est une chose un peu plus sérieuse. Ou alors, il y a des mains invisibles qui commandent et qui décommandent. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on ait crié tant qu'il faut faire partie du président Talon. Et on sait qu'on est en démocratie. Il est venu par les urnes. On ne peut le faire partie que par les urnes. Dans le même temps, on prend une partie de la loi, on se conforme, on fait, et une autre partie, on dit. Donc il y a, c'est du brouillard. C'est du brouillard, mais face à cela, lorsque il menace, puisque sur la toile, quand même, les menaces sont quand même là, il parle de le mandat ne va pas partir, ça ne va pas quitter le pouvoir le 5 avril, les menaces, si là, c'est des puérilités. Ils saisissent, en tant que juriste également, dites-nous par rapport à cela, ils saisissent également les institutions internationales. Est-ce que vous pensez que tout cela pourrait quand même ternir l'image du Bénin, pas du déteindre sur le processus électoral? Pas du tout, au contraire. Les gens s'en rendent compte. J'aime pas l'habitude de citer des acteurs politiques quand je suis dans un tel débat, mais vous allez me permettre, pour une fois, de citer 2 aînés avec lesquels j'ai fait un peu de militantisme et qui ne sont pas les chouchous du président Talon, mais qui ces derniers temps ont commencé à voir les faits dans leur réalité. Je voudrais nommer le professeur Akindé Sadepejou. C'est un aîné. Je lui fais un coucou. J'ai suivi sur Golf TV. Il a eu à dire, lors de, je crois que c'est un peu un commentaire de ses ouvrages, l'histoire politique, il a remonté, et à un niveau donné, on lui demandait la situation politique actuelle. Et il a eu la sagesse, de dire que au moment de la crise 2019, que le président Talon a fait un pas en arrière et qui a demandé au niveau de l'Assemblée de revoir la situation pour qu'on aille vers un compromis, pour que tout le monde puisse aller aux élections. Je lui fais chapeau. Il a dit, les gens ont signé le compromis, mais une fois retournés voir leur patron, il a dit, oublie tes tobi. Les 2 anciens présidents ont dit niet. Et il a dit, c'est eux les principaux responsables de ce qui arrive aujourd'hui. Donc, quand les gens ont dit... Est-ce qu'on peut résumer que les véritables responsables de tout ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est les 2 anciens présidents? En tout cas, il a dit, leur patron. Ça veut dire que les gens ont exécuté à contre-temps des mots d'ordre qui ne pouvaient pas amener à la paix. Il a dit, ce qui aujourd'hui, c'est ça. On peut remonter plus, hein. Il y a ça l'immédiat, il y a l'appel de Jeffa et tout le reste. Mais il a montré qu'aujourd'hui, parce qu'à un moment donné, il faut savoir évaluer les rapports de force. Il faut momentanément, et il a montré, quand on est nationaliste, quand on est patriote, il ne faut pas être à la traîne de l'extérieur. Oh, vous voyez, vous venez de parler de cour africaine, vous voyez certaines oppositions courir les allées des institutions internationales, tout comme c'est eux qui viendront faire la démocratie au Bénin. Il a été clair, il dit, c'est de l'utopie. On n'a vu nulle part. Or, nos amis, nos frères continuent de croire que l'étranger viendra installer la démocratie. Nous ne faisons pas la démocratie pour l'étranger. Et c'est là l'une de nos erreurs d'appréciation. Le label démocratique dont on parle, c'est labellisé par qui et pour qui? C'est l'extérieur. C'est quand l'extérieur dit c'est beau, c'est bon, le Bénin, on dit c'est beau. Quand l'extérieur dit ça, on ne voit pas quoi. Non. Mais est-ce que la démocratie sous nos cieux n'a pas une forme élitiste? C'est ça, malheureusement. Et c'est là, j'ai dit un autre aîné, c'est le professeur, le doyen Dosso Robert. Vous n'allez pas me dire que et le professeur Akindé et le doyen Dosso Robert sont les chouchous du président Talon.
Mais force est de constater, aujourd'hui, il a dit qu'il est allé à l'aéroport, il a dit les rues de Cotonou, il a dit, donc il reconnaît, il en est fier, il en est heureux. Je leur fais chapeau. C'est bon qu'à un moment donné, nous puissions reconnaître, même si au début, les choses n'étaient pas claires au niveau de certains. Bon, là, le doyen, bon, je suis d'accord avec lui quand il parle des libertés. Le président Talon n'a jamais mis, entre parenthèses, les libertés, mais on a régulé les libertés. Liberté pour liberté, ça nous amène où? Vous parlez de... C'est une démocratie élitiste, ce que nous faisons. Et je suis d'accord avec vous. Une démocratie formelle, procédurale. Quand on parle de liberté, c'est la liberté d'expression, liberté de manifester. On a essayé de réguler pour essayer d'avancer dans un sens. Ça ne veut pas dire que les libertés n'existent plus au Bénin. Tout le monde parle au Bénin, tout le monde parle au Bénin, tout le monde parle à l'extérieur du Bénin, donc je ne vois pas. Mais il y a une certaine conception, effectivement, des libertés qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, comme au début du renouveau démocratique. Là, je suis d'accord. Mais là également, j'ai suivi le doyen, le développement, il dit oui, mais il faudrait revenir aux libertés. Je suis entièrement d'accord. Le vrai problème, c'est une question pratique. C'est les deux, et les libertés démocratiques et le développement. Il est souvent, je l'ai dit ici ou ailleurs, de mener les deux de front et de même intensité. À un moment donné, vous avez les libertés qui sont mises en exergue, comme on l'a fait depuis le renouveau démocratique jusque-là. À un moment donné, on met l'accent beaucoup plus sur le développement économique. C'est ce que le président Talon a fait. Il faut faire en sorte de réguler. Quand l'un montre trop, hein, c'est une balance, c'est une horloge. Ça, on est entièrement d'accord. Moi, je suis sûr, et je ne voudrais pas... il a comparé, il a parlé des premiers panafricanistes à qui nous donnons un hommage à leur mémoire, le président, le feu président Sékou Touré, Kwame Nkrumah. Mais le président Talon n'a pas le parcours de ceux-là. Ceux-là, ils ont démarré, mais ils ont fini par la dictature ensanglantée. Mais vous ne verrez pas le président Talon dans ce registre-là. Nous avons Pourquoi opté... Patrice Talon ne serait pas dans ce registre? Mais nous avons opté pour le libéralisme économique. Le président Talon est dans ça. La différence entre le président Talon et ceux qui veulent qu'on revienne à 90, la différence, c'est que le président Talon veut que la démocratie, le développement soit au service des petits, des paysans, de ceux qui sont le pays réel tel qu'on le dit par rapport aux élites de Cotonou, de Porto-Novo, des grandes villes qui ne voient dans la démocratie que la liberté d'expression, les marches, etc. On ne les néglige pas. Mais quand vous allez à la campagne, vous voyez un paysan, vous lui parlez de démocratie, il vous parlera du prix de kilos de tasses de gari, il vous parlera de l'eau potable. C'est ça, sa démocratie, ce que nous appelons la démocratie substantielle. Donc, pour revenir à ce que j'ai dit, il nous faut les deux. Parce que le doyen, est-ce que la pente qu'on prend là, est-ce qu'on va revenir? On va revenir. Vous savez, quand vous faites la lutte contre la corruption, l'impunité, et c'est ça que le président Talon est en train de faire, vous avez nécessairement des frustrés, des privilèges qui sont... Ceux-là ne peuvent pas acclamer. Mais quand on a fini de nettoyer, on normalise. Nous sommes dans ce schéma-là. On normalise. Alors, Maître Abraham Zidouroué, ce mois de février, témoigne quand même l'anniversaire d'une grande assise qui a quand même régenté la vie politique béninoise, la conférence des forces vives de février 1990, il y a 31 ans. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le Bénin a progressé avec ces 5 années de Patrice Talon? Pour certains, les 5 années de Patrice Talon ont détruit les acquis de cette conférence des forces vives de février 1990. C'est un point de vue. Ce n'est qu'un point de vue et un point de vue étriqué. Quand je remonte... au dire du doyen Dossou, il n'a pas parlé que de détricoter la conférence, mais tout ce qui a été fait depuis 1960. Ça veut dire que nous avons conçu notre démocratie et notre développement pour satisfaire l'extérieur. C'est extraverti. Ce qui est bien au Bénin, c'est ce qui est
apprécié par l'extérieur, par l'étranger. Et c'est une erreur d'optique. Nous devons nous voir en face. Ce que le président Talon est en train de faire avec son équipe, c'est une démocratie, un développement tourné vers le Bénin, vers les Béninois, par et pour les Béninois. Et en cela, tous les patriotes, tous les nationalistes, tous les progressistes doivent rejoindre le président Talon et son équipe pour que nous puissions gagner cette bataille du développement introverti. Il faut développer le Bénin pour les Béninois. Il ne faut pas développer le Bénin pour les sérieux à l'étranger, les multinationales. On nous a jeté un os de liberté, nous nous battons et pendant ce temps, l'économie est pillée. Nos ports, nos rails, c'est d'autres qui s'en occupent. C'est l'extérieur, c'est la bataille que fait le président Talon. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, au Bénin, dans le cadre du renouveau démocratique, on a deux camps qui sont clairs. Ceux qui veulent démocratie et développement pour satisfaire l'extérieur, nos anciens maîtres, et ceux qui veulent la démocratie et le développement pour satisfaire nos populations. C'est ça la ligne de démarcation aujourd'hui au Bénin, dans le camp de ceux qui sont pour le renouveau démocratique. Les gens veulent qu'on revienne au passé. Nous voulons renouveler ce passé. Nous ne voulons pas, c'est impossible. Nous ne pouvons plus avoir le passé comme ça a été. Il faut que les gens oublient et que entre en eux-mêmes, qu'ils voient que la vie est dynamique. Il y a des scientifiques, je ne comprends pas, qui deviennent des dogmatiques, qui ne veulent pas qu'on touche à un mot de ceci, de cela. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas être scientifique et ne pas être pour la mécanique de la dynamique, hein, le progrès, même si c'est attaché à la vie sociétale. Il y a le phénomène dynamique. Hein, nous ne sommes pas des dogmatiques, nous ne pouvons pas être des statiques, et 31 ans après, reconduire ce qu'on a fait, ce n'est pas possible. Les contextes ont changé, les acteurs ont changé, les objectifs ont changé. Il y a eu des gloires passées, mais aujourd'hui, nous devons penser aux gloires futures. Et c'est en cela qu'on ne peut pas hériter des acquis, soi-disant, de la conférence sans inventaire. Ça n'existe nulle part. Nous, les contributeurs de cette conférence, les héritiers, nous devons faire inventaire. Et c'est cet inventaire qui amène à ces réformes. Et la plus emblématique aujourd'hui, c'est la réforme du système partisan. Je crois que les années à venir mettront beaucoup plus l'accent sur la réforme économique et nous aurions gagné énormément. Nous aurons sauvegardé cette conférence-là parce que ce n'est pas en s'accrochant à cette conférence pour dire qu'on ne doit pas bouger. Non, la vie est dynamique et nous devons continuer à renouveler cette conférence-là d'année en année, de mandat en mandat, pour que le peuple béninois, c'est fait pour le peuple béninois et non pour les maîtres étrangers. Alors, c'est fait pour le peuple béninois et non pour les maîtres étrangers, mais dites-nous, Maître Abraham Zizdoroué, nous parlons de démocratie, nous parlons d'élections présidentielles, ça induit forcément le bilan du régime Talon, mais dites-nous, la liberté démocratique sous le régime actuel, est-ce qu'elles ne sont pas mises en veilleuse, comme le défendent certains acteurs politiques? Non, elles ne sont pas mises en veilleuse, mais on les a régulées. Il n'y a pas de liberté absolue. Ça n'existe nulle part. C'est la régulation, parce que nous avons vu que ces libertés absolues nous ont amenés où? Voyons le cas des élèves de l'école primaire. On fait grève, et c'est les 2 derniers mois pour éviter l'année blanche, on bâcle. Mais non, à l'hôpital, on a vu, c'est des libertés régulées. Ça ne veut pas dire qu'un jour, on ne retrouvera pas dans toutes ces latitudes, mais on aura fait l'essentiel, on aura donné à manger aux Béninois, on aura permis aux Béninois de circuler, d'avoir l'électricité. Vous savez, autant celui qui mange et qui n'a pas la liberté vraiment n'est pas un homme digne, autant celui qui a la liberté de l'expression, de marre, tout ça, quand on dit le ventre affamé n'a point d'oreille, quand il ne trouve pas à manger, donc, comme je vous l'ai dit, il faut les deux. Je vous dis, à un moment donné, les libertés peuvent monter, le développement baisser. À un moment donné, le développement peut monter, les libertés. Ça ne veut pas dire qu'on renonce à ça. Il faut toujours avoir l'idée, et là je suis d'accord avec tous les acteurs qui disent qu'il faut
Et je suis sûr et je suis confiant que les libertés telles qu'on le veut, on les a et on les aura encore mieux quand nous allons mieux avancer dans le développement économique, quand nous allons résoudre les problèmes au quotidien des Béninois, nous verrons que les libertés seront à notre portée. Nulle part dans le monde entier, vous n'avez les deux à la fois. Les grandes démocraties que nous copions, elles sont où? En France, aux États-Unis. C'est chercher à renouveler, à retrouver les meilleurs équilibres entre ces libertés et ce quotidien-là. Je crois que c'est ce que le Bénin fait. Le Bénin est sur la bonne voie. Le Bénin est sur la bonne voie. Maître Abamadi Doré, vous suivez l'actualité de votre pays, le Bénin. Qu'est-ce que vous avez à dire en tant que juriste de formation sur les interpellations de certains acteurs politiques qui ont été convoqués au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et terroristes de Criette et également au niveau de la brigade économique et financière, suite aux déclarations de l'honorable Achille Gonamansi pour quand même enquête? Est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'intimidation politique ou il s'agit véritablement d'une enquête judiciaire dans l'orthodoxie du Nord? Nous sommes dans un état de droit. Il n'est pas permis à chacun de mettre l'unité nationale en difficulté, de mettre le repos, la sécurité, la quiétude des populations en difficulté. Et l'État est garant de la sûreté, de la sécurité des biens et des personnes. Si quelques compatriotes en marge de la société, en marge de l'État de droit, appellent à la rébellion, mais il va de l'obligation, du devoir de l'État de ramener ces personnes-là. Alors, je crois que ce qui a été fait, une interpellation ne veut pas dire que vous êtes coupable de quoi que ce soit. Nous sommes dans une démocratie. Il n'est pas interdit de protester. Il n'est pas interdit d'exprimer son amertume ou son bonhomie. C'est ça le droit de manifester. Mais vous le faites dans les règles de l'art, avec le concours des forces de sécurité. Mais vous n'appelez pas la rébellion. Pour faire quoi la rébellion? Ça fait quoi? Ceux-là qui disent ça, quel intérêt ils défendent? C'est ça le Bénin? Détruire le Bénin, c'est ça qui est bon pour le Béninois? Ceux même qui disent ça, quelle est leur finalité? Parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas autour de quelques strapontins, c'est ça le Bénin? Ça. Mais si ceux qui nous avaient devancés avaient dit ça, est-ce que nous, on serait héritiers de ce Bénin? On serait l'antenne? Non, je crois que c'est des égarements dus à des frustrations momentanées qui vont passer et qui vont rentrer dans les rangs. Ils vont passer, ils vont rentrer dans les rangs. Mais dites-nous, est-ce que vous pensez qu'il y a des manœuvres politiques au regard de votre parcours d'acteur politique, au regard des éléments qui planent aujourd'hui à l'oreille, est-ce que vous pensez qu'il y a des manœuvres politiciennes qui sont en train d'être tissées pour déstabiliser le régime en place? Mais c'est visible, vos confrères des médias internationaux, toutes les déclarations que les uns et les uns font, tous les montages qui se font et qui se démontent d'eux-mêmes, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas contre le Bénin. Vous voyez, l'un des doyens dont j'ai parlé, il a dit, il a comparé ce qui se passe aujourd'hui au début de la révolution, la périmassée. Vous savez que la révolution a été agressée. Vous savez qu'il y a eu des mercenaires qui sont venus. Dès que les gens ont leurs intérêts en cause, ils vous attaquent. Peut-être qu'au Bénin du président Talon, on n'a pas encore un débarquement armé, mais si c'était possible, les gens n'hésiteraient pas. Mais vous avez vu tout le harcèlement juridique et judiciaire, on a eu droit, les instances internationales, les coups de ceci, les coups de cela, les gens ne doivent pas avoir vu. C'est une agression, en bonne et due forme. En cela, je dis oui, dès que vous prêchez l'intérêt du Bénin, des Béninois, vous avez des forces du passé qui profitaient de ça, qui réagissent. Et c'est la loi de la nature. Aux Béninois de savoir que c'est un nouveau départ, cette rupture-là, et que nous devons tout faire pour avoir une élection digne de ce nom, pour montrer à l'étranger que le Bénin a véritablement changé et que les ordres ne peuvent plus venir des capitales extérieures. Les ordres, c'est le paysan qui doit donner. C'est l'ouvrier béninois, c'est l'artisan qui doit donner, c'est les Béninois qui doivent donner la marche de notre démocratie, la marche de notre développement. Ce n'est pas le label, le regard extérieur, les gens nous voient, l'image de... Les gens se trompent. Les gens se trompent. Mais en tant qu'ancien président d'une juridiction sous-régionale, dites-nous quel est l'impact des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans le processus électoral en cours au Bénin?
Vous savez, que ce soit les juridictions internes ou les juridictions internationales, c'est le même impact. Si vous rendez une décision qui n'est pas appliquée, ça ternit votre image. Vous, le juge, ça veut dire que vous n'avez pas su apprécier les éléments pertinents d'analyse qui vous permettent de rendre une décision qui s'impose à tous les acteurs. Quand vous allez à un procès, que ce soit à l'interne ou à l'international, vous avez des plaideurs qui perdent le procès, mais qui sont heureux parce qu'ils ont compris ce que le juge a dit, parce que le juge a rendu une décision de qualité. Ce n'est pas une décision idéologique ou politique, mais une décision en droit. Il a dit le droit. Mais quand vous rendez, que ce soit à la juridiction interne ou internationale, une décision purement idéologique politique, votre décision n'a aucune valeur parce qu'elle n'aura pas d'application, d'effectivité. Et ce n'est pas bon pour vous, la juridiction, que ce soit internationale ou nationale, vous rendez une décision qui ne soit pas capable d'application. Qui ne soit pas capable d'application. Tout à l'heure, vous avez parlé de frustration dans le rang des acteurs politiques et de l'opposition. Est-ce que vous pensez que la plupart s'opposent à Patrice Talon, pas à cause de sa gouvernance, mais à cause de problèmes qui sont liés peut-être à des problèmes de personnes? Mais c'est ce que, devant vous ne voyez aucune critique correcte, hein, parce que les gens pensaient que le président Talon est venu au toit que je m'y mette, qu'il va continuer de faire ce que tous ses prédécesseurs ont fait, et ils ont vu que le rythme du tam-tam a changé, et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut que Talon s'en aille. On a délégitimé Talon, pas aujourd'hui, pas avec les lois qu'on qualifie de ceci, de cela. Dès le départ, dès l'appel de Jeff, on a dit Talon doit partir. Parce qu'on ne croyait pas, on pensait que Talon viendrait faire les mêmes choses que les autres. Il y a des amis de Talon aujourd'hui qui sont en prison. Les gens n'y croient pas. Mais ce n'est pas possible. Au début, on le taxait de partialité, de lutte sélective, que non, que ses amis. Mais ses amis qui sont en prison, on n'entend plus rien de ça. Ça veut dire que les gens n'ont pas vu Talon venir. Les gens ont cru que ça continuerait comme avant. Et je leur demande d'être froide, de voir les choses qui se font et qui se feront davantage, et de rejoindre le camp de la rupture. Il faut rompre avec la corruption, il faut rompre avec l'impunité. C'est ça qui caractérise ce mandat de président Talon. Et c'est sur ça que les anciens privilégiés se sentent lésés, frustrés. Mais c'est dur, c'est difficile. Mais faisons l'effort parce que ce que le président Talon fait, ce n'est pas pour lui, ce n'est pas aujourd'hui, c'est pour nos enfants, nos petits-enfants, c'est pour le Bénin de demain. Et le Bénin de demain se construit aujourd'hui. Se construit aujourd'hui. Alors, nous allons progresser vers la fin de cette émission. Nous allons parler du processus électoral en cours actuellement. Les mouvements politiques ont été sommés par le chef de l'État de rejoindre les partis politiques pour plus d'efficience dans la campagne électorale. Dites-nous, quels sont les enjeux de cette décision politique du chef de l'État? Écoutez, vous les journalistes, vous avez l'art de gonfler les choses. Il n'y a pas de polémique autour des mouvements politiques. Je ne comprends pas. Mais est-ce que les mouvements politiques ne laissent pas de ce que j'allais dire, du fait que les acteurs politiques, parce que la plupart des mouvements politiques sont constitués d'acteurs politiques qui sont soit de l'UP ou du BR ou de ces formations politiques qui soutiennent le chef de l'État. Est-ce qu'au sein des formations politiques, il n'y a pas un problème d'efficience, d'organisation qui fait qu'ils sont obligés de se retrouver en mouvement pour véritablement agir sur le terrain? Non, ou bien non. vous pensez qu'ils se retrouvent en mouvement à des fins clientélistes? Non, non, il n'y a pas matière à polémique. Comprenons-nous, c'est le mode de scrutin pour l'élection présidentielle et le système partisan qui amène les gens à avoir de l'antagonisme entre les partis et les mouvements. Il n'y en a pas. C'est une simple question de logique. Le mode de scrutin pour la présidentielle, c'est un homme ou un dieu face à la population. Ce n'est pas un scrutin de liste. Ce n'est pas comme les communales. Ce n'est pas comme les législatives où vous êtes obligé de vous mettre sur la liste d'un parti. Est-ce que vous avez vu ces mouvements-là durant les communales, durant les présidentielles? Non, c'est le mot scrutin. Duo nominal ici. Quand c'est un scrutin comme ça, un duo face aux populations, mais vous avez des individus qui soutiennent ces duos. Vous avez des groupes d'individus, des associations qui soutiennent.
ces duos. Vous avez des partis qui soutiennent ces duos. Donc il n'y a pas du tout contradiction. Il y a une compréhension. Ça se complète. Entre les mouvements politiques et les partis politiques, il n'y a aucune confrontation. Aucune. Vous savez, l'homme, on parle de liberté, mais les gens qui ne se retrouvent pas peut-être à l'aise dans les partis politiques, mais qui veulent quand même s'exprimer, c'est encore la liberté. C'est ce qu'ils font. Il n'y a aucun antagonisme. Il y a au contraire une complémentarité. Mais, pour une bonne organisation, tous ceux qui disent « nous sommes derrière un candidat », il est normal que le candidat dise la manière de faire, la synergie, que les gens n'aillent pas dans tous les sens, chacun de son côté, sans une coordination. Ça irait dans tous les sens. C'est ce qui s'est passé, nous, à notre bureau politique, où la question a été soulevée, où le chef de l'État était là, il a montré, non, il faut que les gens se mettent ensemble. Regardez le président de la République. Il n'y a pas que les deux grands partis, il y a d'autres partis qui le soutiennent. Mais on est obligé de mettre en synergie tout cela, sinon chacun ira en désordre, et ça ne fait pas du bien pour le candidat, le duo candidat. Vous savez, il y a la réglementation, la campagne électorale, il y a les dépenses de campagne. Tout ça là doit entrer dans un même cadre. Donc chacun ne peut pas faire ce qu'il veut. Vous êtes derrière moi, vous devez vous organiser, ou je dois vous organiser pour qu'il y ait une synergie d'action, pour que nous arrivions au résultat escompté. C'est ce qui se passe. Il n'y a aucune contradiction entre les mouvements, les partis politiques. Au contraire, une complémentarité, mais dans les règles de l'art. Dans le sens de l'organisation, de la cohésion, c'est ce qui se passe, c'est ce qui a été dit. Mais les gens, les mouvements, ce cycle, rien de cela. Donc, des il individus, n'y a pas péril dans la demeure. Pas du tout. Des individus peuvent soutenir le président, des groupes d'individus, des partis, mais il faut faire ça dans un cadre cohérent. Et c'est ça qui explique la mise en place de la coordination nationale de campagne. Justement, cette direction de campagne qui a été mise en place cette semaine, 23 personnalités qui composent cette direction de campagne avec aux manettes Olivier Boko et le ministre d'État Blaise Biotchane. Dites-nous, quelle est la mission essentielle de cette coordination nationale de campagne? Elle a pour mission de donner la vision, la stratégie, le mode opérationnel, la logistique de tout ce qui accompagne le duo Talon-Talata. C'est sa mission de coordination. En dehors de ça, on vous l'a dit, chaque parti politique fait la campagne pour ce duo-là. Mais on ne peut pas aller dans tous les sens. Et c'est ça le rôle de cette équipe. C'est une équipe, hein, il faut y voir. Est-ce qu'elle est bien constituée, cette équipe, à votre avis? Oui, quand vous voyez les personnalités qui sont membres, c'est une équipe de combat, c'est une équipe soudée, c'est une équipe cohérente, c'est une équipe qui respecte tous les alliés de Patrice Talon, où chacun a son rôle, où chacun, au soir du 11 avril, doit pouvoir dire « j'ai rempli ma mission ». C'est cette équipe-là qui va amener la victoire au duo du pouvoir en place. Et nous ne pouvons que nous en féliciter. Vous avez cité le ministre d'État, vous avez cité la terre égaux du président Talon, vous avez parlé de Boko Olivier qui gère les comités techniques de cette structure-là, à savoir le comité média et le comité logistique et matériel. Donc, c'est vous dire que tout est au beau fixe. Nous sommes en plein désormais. Il faut que les gens cessent de regarder dans le rétroviseur, qu'on ait l'œil sur le 11 avril dans la paix, dans la concorde. Vous savez, les gens, je les comprends, certains disent nous avons nos frères à l'extérieur, tout ça. On n'a pas besoin d'assises nationales avant de régler les problèmes de nos frères qui sont à l'extérieur. Personne ne veut la mort du pécheur. Personne. Il faut que le Bénin est un pays de paix, un pays de concorde. Et le président Talon et son équipe sont dans cette logique-là. Mais nous voulons changer avec nos vieilles habitudes. Nous voulons changer. Nous voulons faire du Bénin un Bénin révélé. Nous voulons faire du Bénin un Bénin que le monde admire. Non parce qu'il est extraverti, il veut copier pour copier, mais un Bénin original. Un Bénin original qui regarde à l'intérieur du Bénin, vis-à-vis des fils du Bénin, pour que, une fois encore, le Bénin demeure
le laboratoire démocratique et désormais économique de l'Afrique. Laboratoire économique de l'Afrique. Mais dites-nous, ce n'est pas la première élection présidentielle que vous êtes en train de vouloir vivre au Bénin. Vous en avez connu beaucoup au Bénin. Est-ce que vous avez pris connaissance du bulletin unique de vote? Est-ce que vous avez lu? Est-ce que vous avez vu ce bulletin unique de vote? Quels sont les sentiments qui vous ont animé? Et dites-nous, est-ce que vous pensez que ce scrutin-là, que le peuple béninois s'en va quand même pour le 11 avril prochain, est un scrutin inclusif? Tout à fait. Mais rien qu'à voir. Prenez, bon, j'ai vu sur les réseaux sociaux, le dernier bulletin unique, et un autre où il y a 36, ben, les gens ont même du mal à pouvoir identifier. Cette fois-ci, on a dit 1, 2, 3. C'est facile. Celui qui est pour le président Talon, et voilà, il est en 3e place, le chiffre 3, le chiffre magie, le chiffre divin. Il fait son affaire là. C'est facile pour lui de se retrouver. Il y a 2 autres, on sait que c'est les opposants. On n'est pas pour une opposition, n'est-ce pas, qui viendrait remettre en cause le bon parcours entamé par le président Talon, mais ceux-là, ils ne vont pas aller vers cela, c'est tout. Quand la campagne sera là, on fera la campagne, mais pour l'instant, nous pouvons dire que c'est plus facile entre 3 duos qu'entre trentaine, vingtaine de cas. Ça saute à l'œil, c'est même pas la peine. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux. On a mis les 2 bulletins en face. Vous verrez que la réforme est en train d'aller loin, de nous faciliter la tâche et de rendre visible. Vous savez, j'ai l'habitude de dire aux gens que moi j'attendais d'eux. Et les gens ne comprennent pas. Le pluralisme, ce n'est pas quand il y a 20, 30, 40. Le pluralisme, c'est quand le citoyen peut faire le choix entre 2 individus, 2 partis, 2 duos, c'est ça le pluralisme. Le pluralisme commence à partir de 2. Et les gens, et c'est là le piège démocratique que je dis, que ce piège-là se referme sur les oppositions en Afrique. Les opposants en Afrique pensent que quand on est 20, 30 là, qu'il y a la démocratie, ça va. Le pluralisme intégral, on a vu au Mali médiatique. Le pluralisme intégral, on a vu pour les partis politiques au Bénin où ça amène. Le pluralisme, c'est à partir de 2. Quel aurait été l'idéal? C'est que tous les opposants se regroupent derrière un duo. Tous les opposants, de quelque bord. Tous les mouvanciers, un duo. Et vous avez un face-à-face qui est éclairant, qui marque la vie. Nous sommes pour, nous sommes contre. Là, vous avez vu l'image que nous a donnée les démocrates. Est-ce que ceux-là sont prêts de gouverner? Ils ne sont pas prêts. Moi, ce que je leur conseille, c'est de prendre leur mal à patience. Jeudi 2023, c'est le retour à l'Assemblée, de s'organiser, de ne pas redonner pour dire après on est exclu. Ils se sont auto-sabotés. Et quand on s'auto-sabote, on ne va pas en avant. Qu'ils reprennent leur souffle, leur énergie, qu'ils redeviennent ce qu'ils ont été, un parti toute l'opposition, moi je leur conseille de se retrouver. Mais vous pensez, ils ont dit que n'importe qui devant président Talon gagnerait Talon? Mais ils ont 2 qui choisissent se mettre derrière pour battre le président Talon. Nous, on est prêts pour voir. Nous voulons quelque chose de cohérent. Le pluralisme, c'est à partir de 2. C'est pas quand on est 20. On dit démocratie, liberté, chacun. C'est facile pour la mouvance de se regrouper parce qu'il y a un leader qui mène. Mais les opposants, chacun se prend pour un leader. Il y a ce combat entre eux. Et c'est ça, vous voyez, en Afrique, partout, toutes les oppositions, c'est la violence, c'est contester les résultats. Vous voyez, le Niger où tout le monde a acclamé. Pour une fois, un président, il finit ses 2 mandats, il s'en va dans l'élégance. On va aux élections, on n'a pas fait KO au premier tour. Il y a un second tour et malgré ça, des opposants trouvent à dire encore. Je dis que je ne dirais pas les oppositions maudites, mais je leur dis de reprendre, n'est-ce pas, leurs esprits et de s'organiser. C'est un défaut d'organisation. Tout le monde, c'est un fauteuil, ce n'est pas un banc. Il n'y a qu'un seul qui se met derrière l'un ou l'autre des opposants. Et on verra, la bataille sera totalement, elle est totalement inclusive et je ne vois pas, c'est des slogans, il n'y a pas d'élection, c'est des slogans, sortons des slogans et faisons Mais tout le monde a dit, les opposants, ils ne parlent que de retour à la démocratie. Ils n'ont jamais fait de critique sur la politique agricole, sur la politique, rien. Sinon, ce n'est que parler de dette. Or, la dette n'est pas faite à tous les pays, c'est les pays qui ont les scientures. Il y a ce qu'on appelle la dette
utile. C'est ça que fait le Bénin. Il faut bien. Vous ne trouverez aucun pays développé sans dette. Il n'y a aucune critique de l'opposition vis-à-vis du pouvoir en place. Ça veut dire que sur le plan économique, tout va bien. Ce n'est que sur le plan des libertés qu'on trouve à y a dit. C'est le droit. C'est le droit. Et nous acceptons, et nous assumons, le président Talon l'assume. À un moment donné, il faut savoir où on veut aller. Et quand on est allé là, on rétablit les tirs. Je dis après le nettoyage, la normalisation. La normalisation. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Avant-dernière question, vous avez pris connaissance cette semaine de deux ralliements à la mouvance présidentielle. Bertin Kovi qui annonce veut rentrer très prochainement à Cotonou pour battre campagne aux côtés de Patrice Talon. Emmanuel Golou qui a adhéré avec ses militants et militantes du Parti social-démocrate au bloc républicain. Dites-nous, qu'est-ce que cela vous a rejailli comme sentiment? Je ne peux que m'en réjouir. Ça veut dire que la mouvance grossit et c'est un appel aux autres que nous connaissons, tous ceux qui sont des gens très très raisonnables, qui ont douté de l'équipe en place au début, mais qui aujourd'hui ont des éléments objectifs d'appréciation. Et les gens disent, certains ont tenu tel propos avant, aujourd'hui ils disent, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Mais quand vous avez vu, vous n'y croyez pas, et que vous avez vu faire, et que vous avez du concret, et du palpable, mais vous ne pouvez qu'adhérer si vous êtes des gens de raison. Hein, vous ne pouvez pas avoir là où il y a la vérité et continuer de nager. Non, je crois que ce qu'ils ont fait, c'est un bel acte. Et moi, je crois que c'est un appel à tous nos frères qui, au début, ont cru que c'était de l'amusement, qu'ils ouvrent les yeux, qu'ils ouvrent les oreilles et qu'ils adhèrent. Et que nous soyons des patriotes, des nationalistes, des progressistes pour faire progresser le Bénin au-dessus de nous tous. Le Bénin au-dessus de nous tous. Et justement, la période elle est névralgique. Vous allez regarder droit dans la caméra et dire un mot à l'endroit de vos sympathisants, militants, tous ceux qui nous ont accordé un petit moment de leur temps et un peu de leur data pour nous suivre ce matin. Je les remercie et je les convie, n'est-ce pas, au patriotisme, à l'amour de ce Bénin qui nous a tout donné, à notre tour de donner tout au Bénin, à notre tour de savoir qu'il y a un temps pour chaque chose. Nous sommes en élection, faisons les élections dans les conditions d'aujourd'hui, et ceux qui ne sont pas prêts, qui s'apprêtent pour les jours à venir, pour les mois à venir, et qui rentrent dans les rangs. Parce que quand vous avez loupé les législatives, sachez que c'est sur tout le parcours, c'est tout le cycle. Les gens disent 3. Non. Dès que vous loupez les législatives qui doivent vous donner des parrains, vous loupez les communales qui doivent vous donner des parrains, c'est sur tout le cycle. Un nouveau cycle arrive en 23, qui rentre dans les rangs, qui rentre à l'Assemblée, nous les attendons, ils auront leur parrain. Vous verrez qu'il n'y aura plus ce débat des parrainages là. On a commencé par là, on termine par là. Et vous verrez que la question du parrainage a été une parenthèse vite fermée et que le Bénin reprenne son cours comme le label, comme le laboratoire encore de la démocratie. Laboratoire encore de la démocratie. Chers amis internautes, en résumé de cet entretien, on retiendra que notre invité à l'entame de cette émission a dit et a martelé que le processus électoral en cours au Bénin se déroule normalement. Le calendrier électoral est respecté, les contentieux préélectoraux ont été vidés par les institutions compétentes et la liste des compétiteurs est véritablement disponible. La question du parrainage pour Maître Abraham Zizidokwe est vidée. Néanmoins, il a exposé les leçons qu'on peut en tirer de cette expérimentation du parrainage. Pour lui, il y a eu mal donne dès le départ. Le parrainage n'est pas une répartition arithmétique, a dit notre invité, et il a justifié sa thèse. Le parrainage a résisté au pouvoir de l'argent, a-t-il dit également. Il aurait pu exploser sur le poids de l'argent et pour lui, cela est une véritable prouesse. En stratégie politique, il faut être cohérent, a dit notre invité ce matin. L'état de droit rime à la soumission de la loi. Une frange de l'opposition s'est auto-sabotée, a fait observer Maître Abraham Zizidokwe au cours de son argumentaire ce matin. Dès le départ, les démocrates ont donné l'impression qu'ils ne voulaient pas participer aux élections. Il en est de même pour le Front pour la restauration de la démocratie. Il y a une sorte d'impréparation, de naïveté politique, mais il y a également comme des mains invisibles qui commandent et décommandent. C'est ce qu'a exposé notre invité en ce qui concerne son décryptage de l'actualité liée quand même aux opposants, à savoir les démocrates et ceux qui sont membres du Front pour la restauration de la démocratie, FRD.
Il a rappelé des propos tenus par le professeur Akindes Adekpedio sur Golf TV Africa, des propos également tenus par le professeur Robert Dossou, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Nous sommes dans une démocratie élitiste, formelle et procédurale. Patrice Talon veut que la démocratie soit au service du bas peuple. Une démocratie substantielle, a défendu notre invité ce matin. C'est un point de vue étriqué pour ceux qui disent que les acquis de la conférence nationale ont été saccagés. A martelé notre invité, il faut développer le Bénin pour les Béninois et non pour les multinationales. Aujourd'hui, on doit penser aux gloires futures. Les libertés démocratiques ont été régulées sous le régime du président Patrice Talon. Maître Abraham Zinokwe a fait le lien entre liberté et développement au cours de cette émission. L'État est garant de la sécurité des biens et des personnes. Cela justifie les interpellations qui se font depuis quelques jours au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET et également au niveau de la Brigade économique et financière BEF afin de situer les responsabilités et de garantir la paix et la quiétude aux citoyens béninois. Les interpellations ne veulent pas dire condamnation, a dit notre invité. Il y a des amis de Patrice Talon qui sont en prison. C'est ce que nous a fait remarquer notre invité ce matin. Et il faut rompre avec la corruption et l'impunité. Et c'est ce à quoi s'attelle Patrice Talon. En ce qui concerne les mouvements, pour notre invité qui est membre du président du parti politique Union Progressiste, il n'y a pas péril en la demeure. Il y a le mot du scrutin qui justifie cette décision du chef de l'État Patrice Talon qui recommande aux mouvements politiques de fondre dans les partis politiques. C'est pour une synergie d'action, la réglementation de campagne et bien d'autres éléments qui sont quand même pas négligeables en matière politique. La mission de la coordination nationale de campagne, elle a été exposée par notre invité. Pour lui, c'est une équipe de combat soudée et pragmatique. Le scrutin présidentiel du 11 avril prochain est inclusif à en croire Maître Abraham Zinokwe, qui est ancien ministre béninois, ancien député, ancien président de la Cour suprême du Bénin. Pour lui, le bulletin unique de vote qui est présenté aujourd'hui révèle un progrès sur le plan politique du système partisan au Bénin. Il invite les démocrates à se préparer pour 2023, qu'ils se mettent derrière un duo, à savoir les duos, à savoir Paul Hunkwe et Alassane Soumanou Diemba, et de l'autre côté, Corentin Koroué et René Agossa, pour qu'ils puissent battre Patrice Talon. Et il a évoqué également que la mouvance est prête pour les affronter dans les urnes. Sortons des slogans, a lancé notre invité, et à la fin, il a dit qu'il n'y a aucun pays développé sans dette. Il a lancé à la fin de cette émission des appels de paix afin que les élections se déroulent dans le calme, dans la paix, dans la quiétude et dans la grande transparence totale. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos. Tout à fait. Merci à vous, Maître Abraham Zinokwe, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes ancien ministre, ancien député, ancien président de la Cour suprême, ancien président de la Cour de justice de l'UEMOA, membre du présidium du parti politique Union Progressiste. C'était un plaisir et même un honneur de vous avoir reçu ce matin, chers amis internautes. Merci pour l'attention. À très bientôt pour un autre rendez-vous.